Bonsoir à tous, en tout cas bienvenue. Nous espérons que la journée a été productive, qu'elle a été enrichissante. Je vous propose de continuer à vous enrichir car nous recevons ce soir un grand monsieur, Guy Pignolet. Si vous ne le connaissez pas encore, il a entre autres envoyé un litchi réunionnais dans l'espace. On est dans Gadiam réunionnais. On dit toujours, c'est en présence de l'autre qu'on grandit. En tout cas, je vais me sentir grand à la fin de ces 20 minutes. Bonsoir, Guy Pignolet. Oui, commandant Guy Pignolet, on peut dire, puisque commandant. Je suis militaire et je ne le cache pas. Alors justement, si on fait juste un petit point sur le parcours de Guy Pignolet, quelles sont les études qu'il a fait, quel est son parcours? Les études, je dirais, j'ai été à deux grandes écoles, qui sont la première, c'est Zelidja, Z-E-2-L-I-D-J-A, si on veut bien regarder sur Internet. C'est des bourses de voyage. Cette année, d'ailleurs, nous avons un jeune étudiant réunionnais qui va partir en voyage Zelidja à Madagascar faire une étude. Voilà. Ma deuxième grande école s'appelle Schlumberger, ingénieur de terrain dans la recherche pétrolière. Et entre les deux, j'ai fait ce que j'appellerais une école primaire pour mettre les choses en ordre, et j'ai été élève à l'école polytechnique. Qu'est-ce que Guy Pignolet a appris à l'école polytechnique? Alors, à l'école polytechnique, d'abord, nous étions la première école militaire de France. J'ai appris à l'ordre, la discipline, et être capable de temps en temps d'obéir à des ordres. Ça n'a pas dû être facile. Oh si. Si. C'est une question d'entraînement et d'habitude, justement. D'ailleurs, comme je vous disais, je suis venu dans ce studio armé. Je suis lourdement armé. Alors, si on regarde un petit peu les armes que vous avez, oui, les armes de destruction massive qui sont à votre disposition. Armé de compétences et d'expérience. Comme on dit, je suis lourdement armé pour la vie. Quelle est l'actualité actuellement de Guy Pignolet? Eh bien, depuis de nombreuses années, je travaille activement pour la défense, pour rester dans le thème. Et la défense aujourd'hui, c'est les questions d'énergie, de survie sur la planète. C'est la défense de la planète contre les astéroïdes, contre les dinosaures. Aujourd'hui, on sait faire. C'est les problèmes donc d'eau, de vie, etc. La défense, c'est assurer la survie des populations avec lesquelles on vit. Ce n'est absolument pas casser la figure aux voisins. Et je veux dire, je suis militaire, je suis armé, je travaille pour la défense, mais je suis aussi profondément anti-guerre parce que je pense que la guerre est un résidu, une maladie de l'esprit et qu'il y a un certain nombre de gens qui auraient besoin d'être soignés à ce sujet-là. On ne va pas citer de nom. On n'en citera personne. Surtout que dans le contexte actuel, avec les frappes contre la Syrie de 3 pays, ça va poser un problème. Voilà, à un congrès d'astronautique récent, je prenais un petit déjeuner avec un ingénieur qui travaillait dans la télédétection en Syrie et qui m'a dit, bon, faut que je reparte dès demain à Damas parce qu'on a du travail à faire. Il y a beaucoup de gens normaux en Syrie et ce n'est pas nécessairement comme on le lit dans les journaux. Alors, je dois dire d'ailleurs que le congrès, la Fédération mondiale d'astronautique, qui était mon fil rouge depuis 40 ans, nous sommes le premier organisme international, nous sommes le premier organisme mondial, pour ne plus faire référence aux nations, où la Chine de Pékin et la Chine de Taïwan se sont assis côte à côte dans les années 80. Avant, ils disaient, si l'autre il est là, l'autre n'est pas bon, etc. J'ai des amis qui travaillent comme ingénieurs en Corée du Nord et qui reviennent et qui disent c'est pas du tout la vie là-bas, ce qu'on lit dans les médias. Et des pays comme l'Iran, dont on parle beaucoup aujourd'hui, a lancé déjà 3 satellites qu'ils ont fabriqués en Iran, avec des fusées fabriquées en Iran. Et il y a 2 ans, quand ils ont lancé le 3e, dans les médias français, c'était l'Iran vient de lancer son 3e satellite. Ils n'ont pas le droit de faire ça, point. Et c'est toute l'information qu'il y a eu.
Je vais parler prochainement aussi, je me prépare à faire un grand discours dans une conférence internationale à propos de Abdul Kalam. Qui connaît Abdul Kalam? Je ne connais pas. Abdul Kalam naît dans une petite ville, dans une petite île entre Chennai, entre le Tamil Nadu et Ceylan, a fait des études d'ingénieur. Dans les années 60, il est rentré dans l'armée de l'air indienne pour travailler sur des fusées d'appoint pour décollage court. Et de fil en aiguille, c'est lui qui a fait les Ariane indiennes, qui a mis l'Inde en orbite. Ensuite, dans les années 80, le gouvernement indien lui a demandé de mettre sur pied une force de frappe indienne pour, face à un grand pays qui dit à tout le monde ce qui est bien, ce qui est mal et ce qu'on doit faire, et un peu dans une démarche similaire à celle du général de Gaulle qui avait créé la force de frappe française dans les années 50. Abdul Kalam a mis en place la force de frappe indienne. Alors, il a dit les Américains et les Soviétiques, il leur avait fallu 25 ans. Lui, on va le faire en 3 ans, il l'a fait en 3 ans. Et en 2002, on lui a demandé gentiment s'il ne voulait pas être président de la République de l'Inde, 1,2 milliard d'habitants, et il a gentiment accepté le travail. Alors, ce n'est pas fini, hein, parce que pour l'ensemble de son œuvre, donc de ce cher Abdul Kalam, qui nous a quittés à 82 ans, il y a 2 ans, au milieu d'une conférence avec des étudiants, il a eu une crise cardiaque. Il y a, je crois que ça fait 4 ans maintenant, il a reçu aux États-Unis le prix Werner von Braun, qui est un des pères de l'astronautique, pour l'ensemble de son œuvre. Et il a fait un grand discours, puisque quand on reçoit un grand prix, on fait un petit discours après. Il a fait un discours sur les centrales solaires orbitales, qui sont une solution majeure pour les problèmes d'énergie de la planète dans les années et pour les siècles à venir, parce que c'est vraiment du durable. Bon, est-ce que un grand nombre de gens savent déjà, c'est qu'à La Réunion, à l'Université de La Réunion, nous avons un laboratoire qui est leader européen dans le transport d'énergie sans fil, qui est des choses clés des systèmes de centrales solaires en orbite. Alors, dans ce cadre-là, je veux dire, je vais faire un exposé sur Abdul Kalam dans un congrès qui se tiendra à Brême, congrès mondial d'astronautique. Et son discours à lui, Abdul Kalam, il avait terminé en disant « Aujourd'hui, nous avons les moyens que la planète Terre soit vivable pour tout le monde, sans qu'on ait à s'éreinter, etc. On peut faire ça très proprement. Qu'elle soit pacifique, qu'elle soit prospère. » Et il a terminé en disant « Qu'est-ce qu'on attend ?» Qu'est-ce qui va se passer au mois de juillet, donc, à Pasadena, aux États-Unis, ce fameux COSPAR 2018? Alors, le COSPAR, le Committee on Space Research, nous avons 2 communications. Juste pour dire qu'on parle de recherche scientifique. Là. Oui. Nous avons 2 communications réunionnaises. La première, on parle actuellement d'aller vivre sur la Lune, d'aller vivre sur la planète Mars, mais il y a quelque chose de bien mieux à faire aujourd'hui, c'est de créer des planètes artificielles, des petites. À bord d'un porte-avions, on fait tenir 3000 personnes. Eh bien, on peut, dans l'espace, construire des structures d'à peu près la même taille en utilisant les matériaux des astéroïdes. Petite parenthèse, il y a en Europe un petit État qui a la taille de la Réunion et la moitié de la population de la Réunion et qui travaille, je veux dire, à organiser l'exploitation minière des astéroïdes, c'est le Luxembourg. Il se passe des choses au Luxembourg que la plupart des gens n'imaginent pas, mais qui pourraient se passer aussi à La Réunion si on le voulait se lancer là-dedans. Donc il y a les planètes artificielles, alors milieu fermé, quelques milliers de personnes. Est-ce que le vivre ensemble,
qui est une des grandes caractéristiques de notre culture réunionnaise, peut-il servir, apporter des éléments utiles pour la conception des futures planètes artificielles? Donc voilà la première communication au COSPAR. Deuxième communication que nous faisons au COSPAR, où il y a à peu près 80, des représentants de 80 pays, à peu près 3-4 000 personnes qui vont y être. Deuxième chose, c'est qu'il y a actuellement une sonde qui s'appelle New Horizons, qui est partie, qui a fait l'exploration de Pluton et qui continue vers ce qu'on appelle la ceinture de Kuiper. Alors, je vais juste préciser oui. que New Horizons, c'est un nouvel horizon pour ceux qui écoutent. Allez, oui. Continue. Alors, la ceinture de Kuiper, on a découvert ça il y a une quinzaine d'années, c'est que dans le système solaire, il n'y a pas 8 ou 9 planètes, il y en a 1500, enfin plus, hein, c'est un ordre de grandeur. Et Pluton est la première de ces nouvelles planètes, donc on a créé une nouvelle catégorie, et contrairement à ce que croient beaucoup de gens, ce que pensent beaucoup de gens, Pluton n'est plus une planète, si, mais on a créé une nouvelle catégorie, il y a les planètes rocheuses, Mercure, la Vénus, la Terre, Mars, les grosses planètes gazeuses, et maintenant, il y a ces milliers de ce qu'on appelle des planètes naines. Et l'astéroïde Cérès a été aussi reclassé dans la catégorie des planètes naines. Alors, juste une précision, pour ceux qui sont passionnés d'astrologie, surtout pour les astrologues, le système solaire, c'est 9 planètes, surtout ils en ont besoin pour leur travail. Donc, c'est vrai que depuis que Pluton est sorti, que ceux qui ont dit que Pluton n'est pas vraiment une planète, donc n'appartient pas au système, à ce système-là, les 9 planètes. Donc, pour dire que maintenant on est passé de 9 à 8, et on ne va pas en faire un débat, mais bon, c'est juste pour préciser voilà, cette information. On est passé de 9 à 4 plus 4 plus 1500. Voilà ce qui est différent. Alors, pourquoi New Horizons c'est important? C'est que c'est l'engin, quand on l'a lancé, le plus rapide, lancé à la vitesse de 16 km par seconde. Imaginez, top, 16 km par seconde, en 3 secondes, on a traversé la Réunion. Ouais. 2500. Wow. 2500. Faut... Ouais. Voilà. Et alors, comme ça a été lancé depuis la Floride, depuis Cap Canaveral, c'est poussé au-dessus de l'Afrique, et le largage final s'est fait au-dessus de l'océan Indien. Donc, il fallait une station d'observation, de poursuite, comme on dit, pour vérifier que les opérations se passaient bien. Et pour la plupart des lancements, elles sont sur la côte ouest, sur la côte atlantique de l'Afrique. Et là, on n'était plus en visibilité parce que la Terre est ronde, donc il fallait quelque chose dans l'océan Indien. En plus, il fallait que ce soit secret. C'est le département d'État qui avait demandé ça. On parle du département d'État américain. Américain. Ouais. Parce que quand on est à la distance de Pluton, le soleil ne brille pas beaucoup et on ne fait pas marcher des panneaux solaires. Donc il y a un petit réacteur nucléaire à bord de la sonde et on était au début des années 2000. Le département d'État américain dit « Oh, des fois les fusées ça ne marche pas. Si votre fusée casse et tombe au pied de Ben Laden avec son matériel nucléaire, on a l'air malin. Donc tout ce que vous faites doit être secret. » Et c'est comme ça qu'il y a eu une base secrète de la NASA pendant quelques semaines à La Réunion, précisément à Piton-Sainte-Rose, en haut du Piton Cascade. Donc on a joué un rôle, et lorsque la sonde New Horizons, qui après survol de Pluton, va 4 années plus tard, le 1er janvier de l'année prochaine, survoler justement un de ces petits microplanètes de la ceinture de Kuiper, on est en train d'organiser un événement pour la francophonie mondiale à partir de Sainte-Rose, pour parler en français, je veux dire, de ce dont nos amis du Jet Propulsion Laboratory de Los Angeles, Pasadena aux États-Unis parleront au monde entier en anglais. Et nous allons en faire un événement francophone depuis Sainte-Rose, depuis La Réunion, le 1er janvier 2019. Ces recherches scientifiques aujourd'hui, à quoi elles peuvent aboutir? À un changement de perception de qui nous sommes. Vous voyez, j'ai plusieurs identités. Je suis... on est dans la psychanalyse ou on est dans... On est dans la géographie. D'accord. Hein? Je préfère préciser. Voilà, je suis Sainte-Rosien. Depuis que les hasards de la vie m'ont amené
il y a 40 ans à être professeur de maths et de physique à Sainte-Rose. Je suis attaché à Sainte-Rose et depuis une vingtaine d'années, j'ai en mon fort intérieur étendu les banlieues de Sainte-Rose sur 20 000 kilomètres. Donc, je ne bouge plus jamais de Sainte-Rose maintenant, je suis installé, voilà. Tout à fait. Hein? Mais Donc, au-delà de Sainte-Rose, échelon suivant, je suis réunionnais. Vous voyez, quand c'est comme on commence par un bébé dans son berceau et puis on établit son monde. Je suis très naturellement français, même si je ne suis pas nécessairement aux ordres des Parisiens. Mais je suis français. Je suis européen. Et bien sûr, depuis que j'ai fait mes recherches pétrolières, etc., je suis devenu terrien. Mais aujourd'hui, être citoyen du monde, c'est aussi prendre conscience que nous sommes les enfants d'une étoile. Il y a 600 personnes qui sont sorties de la planète Terre. Toute la matière dont nous sommes faits, la vie, vient du soleil. L'énergie, qu'elle soit en direct ou fossile ou autre, notre nourriture, les arbres, la photosynthèse, tout ça, vient du soleil. Nous sommes les enfants d'une étoile. Et c'est ça, cette nouvelle conscience de vivre en tant que solariens. Et aujourd'hui, chez nous, c'est la totalité du système solaire. Alors, j'ai une petite histoire là-dessus. On en parlait ces jours-ci à la radio, de retrouver les ancêtres de l'Homo sapiens, venu d'Afrique et puis qui s'est répandu vers la Chine, vers la Méditerranée. Il y a 5 siècles, ceux qui étaient passés par le détroit de Bering pour habiter les Amériques ont vu arriver Christophe Colomb qui était venu en traversant l'Atlantique. Il y a 1 siècle et demi, il y a eu la traversée en Amérique du Nord des grandes plaines, la ruée vers l'ouest qui a abouti à la Silicon Valley. Et aujourd'hui, bon, on le voit avec Elon Musk, avec Amazon, etc. Bon, notre avenir, il n'est plus à un niveau national, c'est fini. Aujourd'hui, on est local et La Réunion est un bel exemple, je veux dire, sur la planète, en France, en Europe et sur la planète, d'une unité économique humaine locale et à un niveau global. Les États-nations aujourd'hui n'ont aucune chance devant ce qu'on appelle les GAFA qui vont se transformer, qui sont des entreprises mondiales. Alors, à partir de Silicon Valley, en Californie, où est-ce qu'on peut aller le plus loin possible sur la Terre avant de partir et de construire ces planètes artificielles, d'aller exploiter les astéroïdes, comme il y a des réglementations au Luxembourg, il y a des gens qui travaillent là-dessus, et en Californie, eh bien, aux antipodes de la Silicon Valley, si on traverse la Terre, il y a un point singulier sur la planète Terre, qui est notre pays, et la Réunion. Comment on a vu avec les différents actions qui ont été menées avec les astronautes français, entre autres, qui sont venus à la Réunion. Comment faire en sorte que cette île, on parle du volcan comme d'un site qui pourrait accueillir l'entraînement, par exemple, des astronautes. Comment la Réunion peut s'inscrire justement dans cette démarche de recherche scientifique, de recherche vers l'espace, voir si on peut demain habiter d'autres planètes? Vous parlez du volcan, qui est un site analogue Lune-Mars. On peut parler aussi des vols en apesanteur, où il y a toute une réflexion en cours pour avoir une base d'astrotourisme à Pierrefonds, qui est bien, parce que ça, plus combiné avec des visites en hélicoptère sur l'île qui a un caractère, elle est unique pour le tourisme, l'astrotourisme. Donc, il y a l'impesanteur. Éventuellement, on peut imaginer, avec des nouvelles technologies, justement, d'avions porteurs pour lancer, d'avoir une base de lancement pour petits satellites également à Pierrefonds. Nous avons 2 lycées, disons dans le sud, qui sont déjà très marqués spatialement. Le lycée de Bois d'Olive, où nous avons une station de réception de petits satellites et où nous travaillons en coopération justement avec nos collègues du Jet Propulsion Laboratory en Californie. Et puis, ça, des fois, pardon, je
suis en train de casser le micro. C'est pas grave. Des fois, je veux dire, la politique nous fait des surprises. Il y a au lycée Bois-Joli-Potier, donc l'adresse physique du Centre mondial de recherche sur le transport d'énergie sans fil, où on a le labo à l'Université de La Réunion. Alors, qu'y a-t-il dans ce domaine? Il y a des chercheurs américains, je dirais une bonne centaine, des chercheurs japonais, une bonne centaine, et il y a 25 ans, nous avons créé à La Réunion le laboratoire pour le transport d'énergie sans fil et la gestion des énergies. Et puis, il y a une dizaine d'années, il y a un événement mondial qui était l'explosion, enfin le problème de Fukushima, la centrale nucléaire au Japon, qui a amené une grande réflexion sur les problèmes d'énergie du futur. Et il y a un grand pays qui, contrairement à ce qui s'écrivait dans le journal Le Monde il y a une semaine, où il disait qu'il est le deuxième pays scientifique du monde aujourd'hui, c'est la Chine. Bon, ce que Le Monde a écrit, c'est faux. Ça fait plusieurs années maintenant que la Chine est le premier, pas le second. Voilà, que dans toutes les statistiques qu'on peut regarder, dépôts de brevets, etc., la Chine aujourd'hui dépasse largement les États-Unis. Ça, il n'y a plus photo. Donc la Chine, bien sûr, se pose le problème, enfin, les dirigeants chinois, et il y a une recherche et un développement sur les centrales solaires orbitales qui est très important. Je rentre d'une mission en Chine auprès des laboratoires, j'ai fait cette mission pour le compte de l'Université de La Réunion. Eh bien, cette année, il y a 2 congrès en Chine et en chinois sur les futures centrales solaires spatiales. Alors, il y avait besoin d'une petite, non pas coordination, parce qu'entre chercheurs du monde entier, on s'entend bien. Mais il y a un problème de compréhension par ceux qui se disent les élites politiques, par les dirigeants classiques des entreprises, ce qu'on appelle les preneurs de décision, qui ne connaissent pas grand-chose dans le domaine. Donc il faut leur expliquer ça dans des termes qu'ils puissent comprendre et intégrer dans leurs décisions. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce centre mondial de recherche qui est assez virtuel sur le transport d'énergie sans fil. Alors ça ne pouvait pas être en Chine parce que les Américains auraient fait la gueule. Ça ne pouvait pas être aux États-Unis parce qu'ils auraient passé leur temps à faire des petits trucs comme ça pour embêter les Chinois. Et c'est comme ça qu'à La Réunion, eh bien, parce que depuis des années, on est connu, on est dans le domaine, Grand Bassin, dans le milieu du transport d'énergie sans fil, est un nom qui est connu dans le monde entier de la communauté des chercheurs. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à hériter du Centre mondial de recherche à l'île de La Réunion, avec une adresse physique qui est au lycée Bois-Joli-Potier, au Tampon, à 2 pas de Grand Bassin. Finalement, quand on regarde, tout se situe vraiment sur le site du Tampon, là, avec le volcan, avec la sur site le du sud. volcan. Tout est sur le sud, finalement. Sur le sud. Le lycée Bois-Joli-Potier. Oui, il y a le lycée Bois-Joli-Potier, il y a Saint-Pierre. Ouais. Je voyais le dernier week-end où nous avions à la médiathèque de Saint-Pierre une remarquable journée pour célébrer l'anniversaire du premier vol de Youri Gagarin. C'était le 12 avril 1961. Ah, 61 61. Ah, je pensais 66. 4 ans seulement après le premier Spoutnik. Ne pas oublier aussi que le premier satellite collégien du monde, une réplique du premier Spoutnik, a été fait par des élèves du collège Redley à Saint-Denis il y a 20 ans, lancé par le cosmonaute Pavel Vinogradov, qui est venu récemment à La Réunion pour célébrer tout ça. Un livre fait qu'on a fait La Réunion vue de l'espace. Vinogradov, quand il était commandant de la Station spatiale internationale, a fait 1000 photos de La Réunion, dont on a extrait un certain nombre de photos, illustrées par des textes de poètes et d'écrivains réunionnais. Tout cela en l'honneur de Vladimir Siromiatnikov, qui nous a aidés justement à fabriquer cette réplique. Et quand il est mort,
vous avez sur le boulevard Sud à Saint-Denis ce monument avec les 2 anneaux et les pétales, qui est un système d'amarrage que Siromiatnikov avait inventé en 1975 parce que Siromiatnikov n'aimait pas non plus la guerre. Et en pleine guerre froide, il organisait en orbite une poignée de main entre Américains et Soviétiques. Voilà. Alors, On va juste pour l'anecdote rappeler que la rue où vit aujourd'hui Guy Pignolet s'appelle également Vladimir Sirotnikov. voilà, j'ai demandé au conseil municipal, quand mon ami est mort, si on pouvait changer le nom de ma rue, et ça a été voté de la même manière que plus tard, le conseil municipal de Saint-Denis a voté la réalisation donc, de ce monument qui est un hymne à la gloire de Siromiatnikov, mais aussi du vivre ensemble très réunionnais. En tout cas, merci. On devait faire 20 minutes, on en a fait 25. Finalement, je pense que c'était naturel d'avoir, quand Guy Pignolet est sur un plateau, de lui laisser le temps de s'exprimer. En tout cas, ça a été vraiment un plaisir. Et comme j'ai dit, d'écouter l'autre, on apprend beaucoup. Et quand on écoute et on entend, c'est vraiment un apprentissage magnifique. Merci. Voilà, je vous remercie et je salue tous nos auditeurs. Je vais juste rappeler donc que vous serez donc à Pasadena aux États-Unis au mois de juillet. D'abord, fin mai, je serai dans une conférence à Los Angeles sur le thème des centrales solaires spatiales. 40 ans après les premiers articles que j'avais faits dans le journal de l'île de la Réunion, qui à l'époque, en 78, m'avait donné la moitié de sa dernière page pour faire des comptes rendus qui ont été à l'origine de ma carrière spatiale. Et là, je me retrouve, donc 40 ans après, sur les centrales solaires spatiales. Je retourne donc en juillet pour le COSPAR, où il y a 2 communications réunionnaises qui vont être présentées. Et au début du mois d'octobre, je me retrouverai à Brême, donc pour le Congrès mondial d'astronautique, oui, qui est la grande réunion mondiale. Nous serons pas loin de 4000, il y a 90 pays qui y participent, et c'est ouvert à tout le monde, tous les gens qui sont intéressés, ils peuvent venir, c'est un événement extraordinaire. Il y a des étudiants, je crois, qui vont venir, j'en ai rencontré justement à la journée Yuri Gagarin. Bon, en une semaine, ça vaut une année d'études à l'université. Merci en tout cas Guy Pignolet, c'est vraiment un moment magnifique, en tout cas d'échange et surtout d'apprentissage, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on apprend en votre compagnie. Je vous remercie. On va nous juste tourner une page, c'est le moment de découvrir ce que sur cette terre-là, les pieds sur terre, on va revenir les pieds sur terre, on va quitter donc l'espace, c'est le moment donc de découvrir ce que les communes proposent comme activité pour cette deuxième partie de la semaine. Saint-Benoît, la médiathèque Antoine Roussin vous invite à l'exposition de Michel Laurent-Dreux du bleu océan au basalte bleu, les oiseaux en demi de la Réunion, jusqu'au 27 avril, entrée libre et gratuite. Sillaos, vous êtes conviés à la course Sillaos Women Trail le 28 avril. Saint-Joseph, la ville, vous convie à la nouvelle exposition qui vous amènera sur les traces de Jules Hermann, auteur de Les Révélations du Grand Océan, jusqu'au 29 avril à la médiathèque du Sud Sauvage. Le Tampon, vous êtes invité au foulée de la trisomie le 29 avril à la plaine des Carpes Bois-Murat. La Possession, le parc national de la Réunion, en partenariat avec la CO et avec le soutien du CCEL, organise Nuit sans lumière jusqu'au 29 avril. Les Avirons, venez découvrir une exposition de monde partout la langue ici, réalisée par l'Office de la langue créole jusqu'au 31 avril à la médiathèque des Avirons. Petite-Île, vous êtes invité au festival Comédie du 25 avril au 5 mai à la salle Le Fongourin. Étant-Salé, vous êtes conviés au marché aux fleurs le 2 mai de 6h à midi au stade Gilbert Delgare. Saint-Denis, vous êtes invité à la 10e édition du festival électropical du 2 au 5 mai sur plusieurs scènes de l'île.
La Réunion, vous êtes conviés à l'événement Run en détour du 4 au 19 mai. L'Entre-deux, l'Office de tourisme organise pour sa 5e édition les artisanales les 4, 5 et 6 mai à la salle des fêtes de l'Entre-deux. Brapanon, la ville vous invite à sa traditionnelle foire agricole de Brapanon du 4 au 16 mai. Saint-Denis, le Racing Club Saint-Denis organise une matinée consacrée à la marche nordique le 6 mai de 7h à 9h au cœur vert familial. Saint-Denis, vous êtes invité au marché pays le 12 mai de 6h30 à 12h30 à l'espace Rédelé Badre de la Rivière. Venez nombreux découvrir les produits locaux du producteur au consommateur. Saint-Leu, l'association Le Séchoir organise le Tempo Festival du 9 au 12 mai. La Réunion Lafroy organise une journée mondiale de la fibromyalgie le 12 mai de 9h à 15h. Saint-Louis, la ville vous invite à son traditionnel marché de producteurs le 13 mai de 6h à midi devant la mairie de la Rivière. Saint-Louis, l'espace initiative et ses partenaires vous proposent de découvrir le dispositif VAE à l'occasion d'un forum le mardi 15 mai de 8h30 à 11h30 au gymnase du lycée Jean Joly à la Rivière. La Plaine des Palmistes, la ville vous invite à la traditionnelle fête des Goyaviers du 1er au 3 juin. Saint-Denis, le Salon des Seniors Réunion organise sa 3e édition 3 jours pour se vitaminer la vie du 1er au 3 juin de 9h à 18h à la Nordelle. Saint-Pierre, vous êtes conviés à la 15e édition du Sakifo 2018 du 1er au 3 juin à Saint-Pierre.